Chers amis de Beffrovision, je suis très heureux de vous retrouver sur les ondes. Bon, on a eu des soucis comme tout le monde avec ce virus, mais je voudrais en votre nom remercier un peu toute l'équipe de Beffrovision, Claude Delcourt, Cécile Cazet, qui malgré le confinement, vous ont fait découvrir d'anciens reportages, d'anciens magazines. On a voulu faire plaisir aux commerçants et on a repassé le Cateau Expan Show. La semaine dernière, vous avez pu retrouver Émile Bontemps, voir les vitraux, un très beau reportage d'Émile Bontemps dont Christiane Bouvard avait préparé les textes. Donc merci à vous et puis les techniciens, il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont travaillé malgré le confinement, ils sont intervenus chez vous à chaque fois qu'il y avait des soucis. Même le 1er mai, je sais qu'ils étaient tous les deux de corvée parce qu'il y a eu des soucis sur le réseau et donc je voudrais en votre nom les remercier tous les quatre. Alors sujet de ce 20 juin, nous sommes au Stade Turu où on a voulu sortir un petit peu comme tout le monde de nos studios et nous allons évoquer quelques sujets parce que vous allez voir ils sont longs et ce n'est pas évident de trouver des sujets dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui sont annulées. Alors aujourd'hui nous allons parler, je vais prendre mon papier dans le bon sens, ce sera peut-être mieux parce que vous voyez c'est ça alors les tests Covid sur le Cateau, c'est important. Au Cateau, on réussit à faire des tests. Warrior Adventure est de nouveau ouvert, on en reparlera après. Et un peu de musique avec la présentation des instruments, plus 2 rubriques que vous connaissez. Alors ici, nous sommes au stade Maurice Turu et on a des petits jeunes qui sont en train de se reposer. Tu t'appelles comment ? Maëlle. Maëlle. Et toi ? Sacha. Sacha. Alors qu'est-ce que vous venez faire ici ? On vient s'amuser. Tu viens souvent ici ? Oui. Oui. Et tu aimes bien le coin ? Oui. Alors qu'est-ce que tu fais d'habitude ? Des fois, on va dans les jeux. Oui. Bon, là, actuellement, ils sont fermés à cause du virus, mais on espère qu'ils seront bientôt réouverts. Alors, on entend des machines, ils sont en train de tout nettoyer, là. T'entends ? Et toi, comment c'est ton prénom ? Sacha. Sacha. Et tu habites où, Sacha ? J'habite à Monté, là, je suis chez mes grands-parents pendant une semaine. Ah ça va, donc t'es en vacances, alors ? Oui. Bon, là, les vacances, ça dure un petit peu longtemps, non ? Ça dépend. Ça va. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est parti aller s'amuser, un peu sortir. Et voilà. Alors, est-ce que tu as un petit coucou à dire à quelqu'un ? À mon papa, s'il voit la chaîne. Alors, regarde la télé, puis tu lui fais un petit coucou. Bonjour, papa. Voilà. Écoute, on va vous laisser jouer. Hein. Oui. Merci, et puis amusez-vous bien. À bientôt. Et fais un coucou à maman aussi. Hein. Coucou, maman. Et toi, coucou aussi, maman ? Coucou, maman. Et papa ? Et papa. Et voilà. Merci d'être là. À bientôt. Alors le premier sujet, on vous en parlait il y a quelques instants, les tests sur le Covid sur le Cateau. Notre laboratoire d'analyse que tout le monde évidemment connaît, qui est situé en cœur de ville, propose des tests Covid. On ne peut pas faire plus près. Le laboratoire Biopage, qui est dirigé par Philippe Selem, qu'on salue au passage, va vous présenter son unité mobile de prélèvement, le drive qui est mis en place. Vous voyez avec les barrières qui bloquent un petit peu pour que les voitures puissent accéder. Et il va nous faire également un point sur le dépistage. Regardez le reportage. Cette unité écrit mobile de prélèvement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une unité mobile de prélèvement pour prélever les Covid, donc par prélèvement nasopharyngé, pour effectuer les PCR, ce que vous avez entendu à la télévision, le fameux test PCR. Alors, pourquoi cette unité ? Premièrement, elle est utilisée pour aller dans les quartiers défavorisés pour faire des dépistages de masse en liaison avec l'ARS ou éventuellement pour aller dans des EHPAD où il faudrait faire beaucoup de prélèvements d'un seul coup puisqu'il y aurait un cas positif. Donc cette unité, elle a été livrée la semaine dernière. Évidemment, il y a eu 1 mois et demi de délai pour faire cette réalisation qui a été faite à Hasbrook. Comme vous avez vu à FR3, il y avait un reportage là-dessus. C'est une entreprise qui reconditionne des baraques à frites et grâce à ça, ça a permis de conserver leurs employés. Donc il y en a eu actuellement 5 qui ont été faites pour le nord de la France, 3 à Lille, 1 à Calais et donc une pour Biopage sur le Cateau, Valenciennes et tous ces laboratoires. Voilà, donc cette unité
On va peut-être la visiter si vous voulez. Hein, et c'est un peu une unité type ce que vous voyez à la télévision en Corée ou en Chine, où vraiment il n'y a aucun contact entre le patient et le préleveur, ce qui permet une sécurité importante et qui permet aussi de faire beaucoup de prélèvements en même temps. Alors, à propos des prélèvements, au plus fort de la crise, est-ce que vous en avez reçu beaucoup qui venaient se faire prélever? Pour les drives sur le Kato, on en avait entre 10 et 15 par jour de prélèvements, sachant que comme les recommandations ont évolué, ça a été un peu différent selon les phases entre la première phase et la deuxième phase de déconfinement. Au début, seuls pouvaient se faire prélever les professionnels de santé ayant des symptômes ou les malades à risque ayant certaines symptomatologies à risque, telles que diabète, cancer, etc., symptomatiques qui pouvaient se faire prélever. Ensuite, après la phase de déconfinement, ce sont tous les patients qui ont des symptômes, quels que soient les patients, qui pouvaient se faire prélever, ainsi que les patients contacts. Voilà. Et dans la réalité maintenant, puisque l'épidémie, heureusement, est en train de chuter, hein, dans la réalité, on a surtout maintenant des prélèvements pour les gens qui sont opérés, des prélèvements préopératoires avant une intervention, et quelques cas contacts, mais de moins en moins. Voilà. Est-ce que quand ils viennent ici, est-ce que vous les sentez angoissés? Oui, ils sont un petit peu angoissés par le prélèvement nasal parce qu'ils ont peur que ça fasse mal, mais on les rassure et en général ça se passe très bien. Le prélèvement dure 2 minutes, ils n'ont pas le temps de... On a même eu des enfants ou des personnes un peu difficiles, mais ça s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de problème particulier. Ça chatouille et ça fait un peu pleurer. Alors c'est pas comme parfois à la télévision, on voit les gens qui font juste un petit chatouillis dans le nez. C'est vraiment l'écouvillon est quand même bien enfoncé dans les fosses nasales. Sinon le résultat évidemment est faussé, hein, si le prélèvement n'est pas fait correctement. C'est essentiel. Bon, vous avez quand même eu beaucoup de positifs Évidemment, oui, comme la région Hauts-de-France faisait partie des régions les plus touchées, hein, surtout l'Est et Hauts-de-France aussi. On a surtout eu des cas positifs dans le Valenciennois. Ici, on en a eu aussi, comme partout, mais en moindre importance, puisque la région du Kato était quand même assez préservée, puisqu'il y a moins de circulation de population, ce qui est logique. Hein, les positifs ont été surtout dans les grandes villes, hein, Valenciennois, Lille, Cambrai aussi. Donc vous êtes en train de nous expliquer que dans le Catésie, c'était vraiment des petits cas, quoi, qui n'ont pas... Il y en a eu, mais ça n'a pas été énorme, quoi. Bon, nous allons peut-être visiter maintenant cette belle réalisation. Alors donc là, ici, on peut regarder, là c'est l'entrée du personnel. Donc voilà, le personnel rentre par ici, il s'installe. Donc là, on est à l'intérieur de l'unité de prélèvement. Donc on voyait une petite armoire pour le rangement, un lavabo mais qu'on ne va pas utiliser, une paillasse pour stocker nos prélèvements, une petite table derrière. Et là, ici, il peut y avoir 3 infirmières qui seront quand même en combinaison. Et vous voyez, il y a peu de contact avec les personnes. Les personnes vont être à ce niveau-là, orientées par un assistant. Et donc on fait le petit prélèvement ici, dans les fosses nasales du patient. Donc il y a vraiment, avec des gants évidemment, comme vous allez voir dans le drive. Donc il n'y a vraiment aucun contact, c'est vraiment sécurisé et pour le patient et pour le préleveur. Voilà. Et bon, il y a des bâches pour en cas de pluie, tout est organisé pour que ça se passe bien. Cette table sert aux infirmiers. Voilà, ça sert aux infirmières pour poser leur matériel. Ici, il y aura, là, elle n'est pas encore aménagée complètement parce que on n'intervient pas, mais quand on intervient, il y a des poubelles d'asserie, ce qu'on appelle déchets infectieux, qui sont mises là. Il y aura
sur la paillasse tout le matériel de prélèvement, les gants, le soluté hydroalcoolique pour se laver les mains, etc. Et puis les masques évidemment, et les combinaisons qui seront dans l'armoire. Les patients qui viennent, ils doivent venir masqués? Non. Puisque là, c'est ce qu'on demande actuellement pour les drives. Hein, on demande à ce que les gens soient masqués pour qu'il y ait moins de possibilités de contamination du préleveur, bien qu'ils soient, vous verrez tout à l'heure, ils sont harnachés de telle façon qu'il y a moins de risques en prélevant qu'en allant au supermarché, et si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on est tellement couvert du pied à la tête qu'il ne peut rien nous arriver. Mais là, justement, les patients ne devront pas être masqués puisqu'il n'y a vraiment aucun contact. Vous voyez, la contamination qui peut se faire, ce sont par les postillons ou par les mains. Donc là, vous voyez que le préleveur, il n'est pas du tout au niveau du prélevé, du patient. Alors le prélevé, il est debout, là derrière. Là, il est debout, il rentre debout, et puis voilà, on le fait passer, il y a un assistant, il dit passer au box 1. Et ils donnent l'ordonnance, évidemment, parce qu'il faut une ordonnance, hein, quand même. Ah, d'accord. Sauf dans les dépistages de masse qui sont faits par l'ARS. Là, il y a un médecin qui prescrit sur place. Et puis, les patients peuvent venir comme ça. Il y en a peu hein, actuellement, mais il y a quelques campagnes, surtout dans les quartiers défavorisés, des grandes villes. Alors, si vous parlez d'ordonnance, ça veut dire que c'est remboursé par la sécurité? Oui, c'est remboursé depuis le 15 mai, je crois, à 100%. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une mutuelle, c'est remboursé à 100% à partir du moment où il y a une prescription médicale. Et aussi dans le cadre des dépistages de masse avec l'ARS. Effectivement, l'épidémie régresse fortement, tant mieux pour nous et pour le pays, pour l'économie. Maintenant, c'est vrai que nous, on a dû s'adapter et on arrive peut-être un peu tard. Mais bon, au moins on sera prêt si jamais ça redémarre à l'automne, ce qu'on n'espère pas. Hein. Non, justement. Faut pas y penser. Il faut y penser quand même, mais il faut être prêt. Et là, on gérera sûrement mieux la crise que ce qui a été fait au début, ce qui est un peu logique, puisqu'on ne connaissait pas le virus, il y avait un tas de choses qui étaient inconnues, donc ça a été difficile. Alors, quand vous avez découvert le virus, vous vous êtes dit, il est dangereux, non, comment vous l'avez qualifié? On ne savait pas, puisque au début on l'a pris forcément comme dangereux, puisqu'on avait quand même le recul de ce qui s'était passé en Chine, mais il a fallu s'adapter très vite, puisque en fait on a réagi que le 16 mars, puisqu'avant le virus, on pensait qu'il était en Chine, et puis qu'il était nulle part ailleurs, comme le nuage de Tchernobyl, et puis en fait il était chez nous depuis un moment, mais on ne le savait pas. Et donc il a fallu s'adapter. Et donc en période de confinement, dès le 16 mars, il a fallu qu'on s'adapte pour notre personnel. On a fait des équipes qui ne se croisaient pas, parce qu'on avait peur d'une hécatombe dans le personnel, et on aurait arrêté de fonctionner, donc on faisait des équipes qui ne se croisaient pas, un 3 jours, l'autre 3 jours, avec, il y a eu une chute de l'activité aussi, évidemment, puisque les patients ont eu peur, ne sont plus allés voir leur médecin, nous, chute d'activité également. Après, tous les gestes barrières à mettre en place, qu'on connaît bien maintenant, le masque, le soluté hydroalcoolique, les gants, la petite barrière, les plaques plexiglas à l'accueil. On a fait aussi les patients que sur rendez-vous le matin jusqu'à 10h dans un premier temps. On fermait l'après-midi le laboratoire sauf urgence. Donc toutes ces choses-là à mettre en place, plus ce que vous savez, la mise en place du chômage partiel, des gardes pour enfants, du personnel à risque qui ne pouvait plus travailler, et l'organisation du laboratoire qui a changé tous les jours. Il a fallu s'adapter. Ça a été un vrai chamboulement. Un vrai chamboulement, il a fallu s'adapter tous les jours. En plus, on a eu des informations tous les jours qui changeaient.
Ah ouais. Après, il y a des problèmes d'approvisionnement aussi on a dû subir ça, c'est-à-dire on n'avait pas de masque, pas d'écouvillon pour faire les prélèvements, pas de gants, pas de soluté hydroalcoolique. Donc soluté hydroalcoolique, heureusement, nous avons une société à côté qui s'appelle L'Oréal, qui gentiment nous en a donné, de Caudry, hein, ça nous a bien aidé. Les masques, nous, laboratoire d'analyse médicale, on n'existait pas au niveau du gouvernement. Je ne dis pas qu'ils ne savaient pas qu'on existait, mais les hôpitaux étaient prioritaires, mais nous, non. Donc il a fallu se débrouiller. Ici, j'ai la gendarmerie qui m'a prêté quelques masques, la mairie. Donc ça a été un peu le système D au début. Hein. Et puis après, on a fait des commandes en Chine et on a réussi à s'approvisionner, mais ça a été un peu compliqué. Oui, en sachant que pour aller en guerre, quand on n'a pas d'armes, c'est un peu difficile. C'était difficile, mais ça a été. Le solitude hydroalcoolique, ça a été. Les gants, on a réussi à se dépanner à droite, à gauche. Ça a été vraiment le système D. Et puis bon, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Il y avait les écouvillons aussi qu'on n'avait pas pour faire les prélèvements. Ça a été très compliqué. Donc cette unité-là, aujourd'hui, n'est pas prévue ici. C'est-à-dire qu'elle va être déménagée. Je vous l'avais... Là, elle va partir sur Valenciennes pour une opération. Et nous, ici, vous allez voir les drives tels qu'on les a fait tous les jours depuis le 16 mars, en fait, puisque les drives, au début, étaient autorisés au niveau français, mais au niveau du Nord, on ne savait pas trop si on avait le droit, pas le droit, etc. Et donc, nous, on a fait l'option où on a dit, c'est autorisé, on le fait, il y a une demande, il faut qu'on fasse. Et puis maintenant, depuis le 16 mai, oui, c'est ça, le déconfinement, c'était le 16 mai. Le 11 mai. Le 11 mai, oui, c'est ça. L'ARS nous a demandé de développer justement ces points de prélèvement pour répondre au dépistage des patients symptomatiques et contacts. Donc voilà. C'est souvent tard quand même, hein? Oui, voilà. Et c'est comme la PCR. Donc la PCR, les labos privés ne pouvaient pas en faire au début. Et là, il y a un mois, on nous a demandé de nous équiper, de nous former, d'acheter les machines et d'être opérationnels. Donc là, aujourd'hui, on est opérationnel, on fait la PCR dans nos labos, mais l'épidémie régressant, nos machines, évidemment, maintenant, sont complètement en surcapacité. Ah, en surcapacité. Ah oui, en surcapacité, puisque au début, il n'y avait pas de tests, il n'y avait pas d'écouvillon. Et maintenant, en gros, on est susceptible de faire énormément de tests, mais on n'en fait pas. On arrive un peu tard, mais c'est ce qui nous a été demandé qu'il y a un mois, et on a été obligé de réagir en un mois. Et alors, heureusement, pour l'épidémie régresse, mais pour les laboratoires comme nous, c'est très difficile, puisqu'on a fait des investissements, on a formé du personnel, et ça ne sert plus beaucoup. Voilà. Mais bon, peut-être que ça servira un jour. Ah oui. Au moins, on sera prêt. Voilà. Alors, quelles sont les premières mesures que vous avez prises ici à l'intérieur de votre labo? Alors, les premières mesures qu'on a prises, c'est des prélèvements que sur rendez-vous. D'accord. Et un prélèvement tous les 5 minutes pour que les gens ne soient pas amassés dans le laboratoire et ne se contaminent pas et ne contaminent pas les autres. Donc là, l'accueil est assez grand, vous voyez. Donc on a déjà, dans la petite zone café ici, on a enlevé les sièges. D'accord. Et dans la zone attente, on a condamné un siège sur 2. Après, on a mis des zones de sécurité. Et puis on a mis des vitres, alors qui n'étaient pas celles-là au début, puisqu'au début on a eu des plaques plexiglas assez sommaires. Et là il y a un artisan du catho que vous connaissez bien, enfin du cathésie, qui a fabriqué ces plaques plexi qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus isolantes. C'est un homme, c'est Roger qui a fait ça. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est lui qui a fait ça pour tous les commerçants et qui même en a fait 700, je crois, en tout. Sa réputation a dépassé le cathésie puisqu'il en a fabriqué pour pas mal de personnes.
Alors, vous avez dit que vous avez formé votre personnel. Oui. Ça vous a pris du temps, ça? Oui, au fur et à mesure, ça nous a pris beaucoup de temps et les journées ont été très longues pour que le personnel soit formé à tous ces gestes barrières et aussi au prélèvement, puisqu'il y a eu des prélèvements avec des masques qui ne sont pas ceux-là, qui sont des masques FFP2 pour vraiment avoir une isolation complète vis-à-vis du virus. Et puis aussi après, pour les prélèvements nasopharyngés qui nécessitent une petite technique qu'il faut apprendre, qui n'est pas compliquée, mais qu'il faut apprendre. Donc on a formé aussi pas mal d'infirmières extérieures à ce prélèvement. Donc aujourd'hui, elles sont fortement opérationnelles. Ah oui, là, elles sont toutes opérationnelles sur les prélèvements nasopharyngés. Et vous avez formé aussi des infirmières extérieures. Oui, tout à fait, de certains EHPAD et aussi d'autres maisons spécialisées. D'accord. Alors vous me disiez que toutes ces petites photos vous ont été... Ah oui, gentiment, les enfants de l'école Saint-Joseph nous ont fait une petite photo là, pour soutenir. Je crois qu'ils l'ont fait aussi dans d'autres établissements, je pense à l'hôpital, en radiologie, pour soutenir en pleine crise. Là, c'était vraiment au tout début, au mois de mars ou début avril, pour soutenir le personnel de santé. Donc on s'est photographié devant ces photos pour les remercier, parce que vraiment ça nous a bien soutenus. C'était très sympa de leur part. Alors on va conclure. S'il y avait une conclusion, vous diriez quoi de cette épidémie, de cette pandémie? Cette pandémie nous a ressoudés entre tout le personnel, nous a aussi aidé à nous adapter encore plus, puisque là, il fallait s'adapter tous les jours à des nouvelles réglementations, à des nouvelles analyses, à des nouveaux prélèvements. Aussi, il y a eu la sérologie dont je ne vous ai pas parlé, puisque ça a changé aussi pas mal de fois. Maintenant, c'est bien stabilisé, puisque c'est remboursé aussi à 100%. Depuis peu, la sérologie a été décriée, c'était pas possible, c'était possible. Maintenant, ça a son utilité. Et donc, il a fallu s'adapter et nous, ça nous a un peu boosté pour nous sortir de notre ordinaire. C'était peut-être un peu de trop. Mais bon, et puis c'est là qu'on a vu aussi que le personnel était vraiment nous a soutenus à fond, et a joué le jeu. Ce sont des professionnels de santé et on n'a pas eu à les forcer à remplir cette tâche, bien que au début c'était très angoissant, parce que beaucoup de personnel qui avaient peur d'être contaminés, comme la population également. Hein. Donc maintenant c'est rentré un peu dans les mœurs. Et en conclusion, on est prêt éventuellement pour une prochaine, et on n'espère pas du tout, mais ça nous a beaucoup appris. Et aussi, ça nous a appris sur le fait de faire plus de choses sur place, de faire appel plus à des sociétés françaises ou européennes, parce que là, on a été fort dépendant de la Chine avec les approvisionnements. En plus, à un moment donné, les Américains sont rentrés dans la danse, donc nous ont un peu détourné certains produits, puisqu'il y a beaucoup de machines qui sont américaines, qu'on n'a pas pu avoir, puisqu'elles ont été réquisitionnées. Donc ça va sûrement nous apprendre à maîtriser notre santé et nos problèmes d'approvisionnement, d'avoir des machines européennes qu'on puisse avoir fabriquées par des sociétés européennes ou autres, mais en Europe, et aussi tout ce qui est matériel médical fabriqué en Europe. Si on peut faire ça, ça serait bien. Et aussi les laboratoires, puisque actuellement il y avait plus des gros centres qui faisaient des analyses, à essayer d'être plus près de la population pour agir plus rapidement. On l'a fait, mais bon, à un moment donné, on a été aussi exclus de tout ce processus. Et
ça n'a pas été facile à gérer. Merci. Merci Monsieur Biangou, merci. Warrior Adventure, vous le connaissez évidemment, c'est un complexe de loisirs ludiques, sportifs, inspiré de Ninja Warrior, que vous connaissez, une émission nationale, qui est située pour l'instant rue du Maréchal Leclerc, mais qui devrait prochainement déménager. Donc actuellement, route de Basuel. Elle est installée sur plus de 500 mètres carrés, avec un parcours Ninja Warrior pour les adultes, pour les enfants, et avec une zone de training. Vous savez que ces parcours sont réouverts dès maintenant, et nous allons voir un entraîneur qui vous explique un petit peu comment faire. Alors bonjour, enchanté, moi c'est Rémi, je suis coach sportif pour la société Warrior Adventure, ici à Le Cateau. Alors comment s'est passé le confinement ici dans cette société ? Tout simplement, nous étions fermés pendant le confinement, tous les clubs sportifs d'ailleurs, donc chose très, très difficile pour moi en tant que sportif. J'ai dû trouver des petits exercices à faire à la maison pour justement attendre la réouverture du centre sportif. Alors et maintenant que nous sommes déconfinés, comment ça se passe ici dans la structure ? Alors depuis effectivement le déconfinement, on ouvre ici le mercredi, samedi et dimanche l'après-midi donc au public. Donc ce qui est génial, hein, ça donne vraiment la possibilité à tout le monde, grand comme petit, de pouvoir venir s'amuser, s'éclater et aussi faire du sport. Le principal c'est ça ici. L'idée c'est aussi de privatiser la salle sur les matinées, donc de 10h à midi et de midi à 14h également. On fait des privatisations le week-end. On a accueilli d'ailleurs un club de basket la semaine dernière, donc c'était vraiment un bonheur. Alors il y a quand même des consignes à appliquer dans la structure, je pense. Comment ça se passe au niveau du Covid ? Bien sûr, on est très très vigilant. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est une salle très très vivante où les personnes peuvent s'accrocher, se suspendre, ramper, sauter. Donc il faut désinfecter très régulièrement après chaque passage. Généralement, on va dire en fin de matinée, on désinfecte, en fin d'après-midi et le soir également. Avant de rentrer, chaque personne se désinfecte les mains avec du gel. Donc ça c'est la priorité pour nous. En sortant également, les personnes se désinfectent les mains. Donc on est très vigilant là-dessus. Les vestiaires sont fermés, juste les sanitaires ouverts quand même. Donc aujourd'hui, vous avez accueilli un public assez jeune. Hein ? Exactement. Alors qu'avez-vous fait avec ces jeunes comme exercice ? Alors très, très simple, déjà la première chose que je trouve inévitable quand on a du jeune public, c'est de leur faire découvrir la salle par eux-mêmes. Donc je leur laisse généralement 5 minutes pour qu'ils puissent visiter par eux-mêmes, soit en marchant, soit en allant chercher quelques obstacles déjà. Donc c'est la première chose, première approche, on va dire pour les enfants. En deuxième temps, je les prends donc avec moi sur l'échauffement un peu plus poussé, où là on aura vraiment des déplacements, un déverrouillage articulaire, de la mobilité aussi, et une partie très importante, c'est comment tomber, en tout cas apprendre à tomber ici avant d'aller sur les obstacles plus difficiles. Ils se libèrent là, ils sont bien en train de s'amuser là. Là c'est l'éclat total, ils sont autonomes, ils font le parcours que je leur ai montré et aussi dans un deuxième temps ils peuvent créer leur propre parcours, j'insiste là-dessus. C'est que c'est pas une salle où on suit vraiment un seul parcours, il y en a une infinité, c'est quasiment infini, on peut prendre un pneu, on peut prendre des tapis, différents obstacles pour traverser d'un point A à un point B. C'est l'objectif, c'est de pouvoir traverser en fait un espace donné. Alors comment fait-on pour venir en ce lieu ? Alors tout simplement, on a un site internet, donc Warrior Adventure Le Cateau. Il y a 3 clubs comme celui-ci qui existent en France. Le premier c'est à Toulouse, le deuxième c'est à Lyon et nous on est le 3e club en France. Donc il suffit effectivement de se connecter, d'aller voir aussi notre page Facebook. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez une adresse mail aussi sur laquelle vous pouvez nous contacter. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, vous êtes les bienvenus ici dans la salle. Et le numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés. Alors, bonne question. il faut que je reprenne ma petite
ma petite anti-sèche. Alors, j'ai la brochure Warrior Adventure. D'ailleurs, vous retrouvez toutes les informations dedans. D'accord, la petite brochure avec nos tarifs à l'intérieur. Nous avons effectivement des tarifs enfants, des tarifs étudiants. D'accord, ils sont juste ici. On a effectivement des groupes que l'on accueille régulièrement sur le Cateau. Donc, ça fait très très plaisir. Le numéro de téléphone, vous me l'avez demandé, le voilà, il est ici. 07 63 17 06 28. On vous attend nombreux. Donc, au niveau des horaires, comment ça fonctionne? Tout simplement, aujourd'hui nous sommes ouverts donc le mercredi, le samedi, le dimanche, 14h, 19h pour toute personne, hein, petit comme grand, qui veulent se défouler chez nous. Alors, j'ai pu entendre qu'il y avait une école ninja, c'est ça? Exactement, il y a donc une école ninja, on appelle ça ici, parce que c'est un apprentissage fait pour les petits ninjas. Donc tous les mercredis de 18h à 19h, donc 1 heure de séance donc avec les enfants pour les faire progresser à travers différents exercices, des ateliers, des petits parcours. Hein. L'idée c'est vraiment de les sensibiliser au déplacement et de vraiment les faire évoluer à travers les obstacles qu'on leur propose. On prévoit de continuer cette école de ninja, voire même de l'améliorer sur le mois de septembre. Donc c'est une très bonne idée d'activité sportive pour vos enfants si vous souhaitez donc l'intégrer à leur journée. Donc le mercredi, hein, notamment, ça va rester. On voudrait rajouter le lundi et le vendredi, donc 3 séances d'école ninja par semaine, c'est ce qu'on prévoit de faire. Depuis plusieurs semaines, eh bien, l'équipe de Befrovision essaie de vous faire découvrir les instruments de musique qui existent. Et grâce à notre école de musique que je salue au passage, eh bien, nous allons aujourd'hui vous présenter donc à l'apprentissage cette semaine la découverte de la trompette, du trombone et du tuba. À toi Claude. Bonjour, je m'appelle Sébastien Pronier, j'ai 43 ans et je suis professeur de trompette à l'école de musique municipale du Cateau depuis 2003. Alors ma formation, j'ai commencé dans mon village natal à l'âge de 6-7 ans où il y avait une clique. Alors une clique, c'est une formation d'instruments à vent, mais des instruments d'ordonnance, donc de type militaire, donc avec des sons naturels. Donc moi j'ai choisi le clairon et il y avait aussi des trompes de chasse et puis des tambours. C'est tout naturellement que je me suis dirigé vers l'école de musique de Bapaume dans la région du Pas-de-Calais où j'y ai appris la trompette et le solfège. Ensuite, à l'âge de 15 ans, je suis rentré au conservatoire d'Arras où j'ai obtenu un diplôme de fin d'études de formation instrumentale, une médaille d'or de formation musicale et un diplôme de fin d'études de musique de chambre. Puis, au conservatoire de Cambrai, j'ai obtenu une médaille d'argent de musique de chambre, une médaille d'or de trompette et un prix de perfectionnement. Alors, parallèlement à ces études, j'ai enseigné dans différentes écoles de la région du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, je me suis perfectionné aussi en région parisienne avec différents professeurs. Ensuite, en 1999, j'ai enseigné ces deux disciplines, donc la trompette et la formation musicale, à l'école de musique de Guénin. Donc c'est une ville de 5000 habitants à côté de Douai, que je dirige maintenant depuis 8 ans. Alors la trompette, c'est un instrument à vent de la famille des cuivres. Elle est composée principalement d'une embouchure, la voici, d'un pavillon, et puis d'un long tuyau enroulé d'environ 1m30, 1m50 selon la tonalité de l'instrument. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les instruments d'ordonnance, là on a une trompette plus évoluée, puisqu'on a mis des pistons avec lesquels on va pouvoir augmenter le nombre de notes et la tessiture. Voilà. Donc la partie la plus en contact avec notre corps, c'est l'embouchure justement. Alors, nous allons, comme c'est un instrument à vent, nous allons souffler comme ceci. Alors, cet air va mettre en vibration les lèvres. Cette vibration est transmise dans l'embouchure, puis dans l'instrument. Alors, je peux vous montrer, hein, c'est-à-dire que là, si je souffle,
j'ai pas de vibration. Par contre, si je mets une légère pression sur mes lèvres sont fermées, on va obtenir une vibration. Et là, si je fais ça dans l'embouchure, et puis après, dans l'instrument. Voilà, donc là c'est l'étendue des notes, et après, grâce à ces notes, on peut jouer tous les styles musicaux. Voilà, donc cet instrument, qui est quand même un son clair, c'est la famille des cuivres, mais instrument le plus aigu de la famille des cuivres, donc c'est un tuyau qui est cylindrique. Donc j'ai pris le cornet, donc c'est un autre instrument, donc qui est un peu plus enroulé, mais qui va aussi mesurer 1,50 m quand on le déroule. Alors le cornet, en fait, il est plus de type cylindrique, il est conique. Donc on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais en fait le tuyau, en fait il part comme ça, au lieu de partir tout droit. Donc ça c'est des termes techniques, mais au son, si vous avez pu entendre là le son clair un peu de la trompette, là on a un instrument qui est le cornet, qui est beaucoup plus doux au niveau du son, qui est employé aussi dans les brass bands. Donc les brass bands c'est des formations anglaises. Nous avons beaucoup de formations qui se constituent dans nos régions, et notamment les Hauts-de-France. Et je fais partie moi-même du brass band du Hainaut, où j'occupe le poste de cornet solo. Donc là vous allez pouvoir entendre et surtout comparer les deux sons qui sont vraiment différents. Voilà. C'est un instrument qui est quand même beaucoup plus doux, plus chaleureux, plus chaud. Donc si vous êtes intéressé par ces deux instruments, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'école de musique. Voilà, je m'appelle Thierry Berger. Je suis professeur de trombone et de tuba. Voilà. Donc, il y a combien d'années que vous êtes ici au Cateau? Je suis au Cateau depuis 2011. Et quel est votre parcours musical, votre formation? J'ai commencé à 7 ans à faire de la trompette. Après, j'ai voulu abandonner, puis je suis tombé, je vais dire, un peu amoureux du trombone. Donc j'ai repris le trombone, j'avais 12 ans. Et donc c'est en Belgique que j'ai fait à l'Académie de Mons. Puis après, j'ai fait mes diplômes au Conservatoire Royal de Mons. Donc c'est une licence que j'ai fait à Mons, et j'ai fait mes masters à Bruxelles pour les deux instruments, donc pour le trombone et pour le tuba. Alors si j'ai bien compris, vous êtes belge. Voilà. Alors pourquoi venir jouer en France alors? C'est le hasard de la vie? Voilà, c'est le hasard. Étant frontalier, puis voilà, puis c'est le hasard. Et si hasard, oui et non, parce que j'ai joué dans un orchestre français qui était à Valenciennes, et où M. Berkmans était tromboniste aussi. Et c'est là que je l'ai connu. J'étais petit, quand j'avais 16 ans, quand j'ai joué là-bas. Géographiquement, c'était plus Anzin.
Et j'ai joué dans cet orchestre-là. Puis c'est comme ça que j'ai connu des Français. Puis voilà. Puis étant près de la frontière, comme des Français viennent en Belgique, vice-versa, quoi. Alors parlez-nous des instruments alors maintenant. Je vais commencer par le trombone. Alors, on dit un trombone à coulisses parce que cette partie-là s'appelle la coulisse. Alors, il y a plusieurs parties sur le trombone, donc il y a la coulisse, le pavillon et l'embouchure. Alors, pour avoir un son, que je vais expliquer un peu, c'est une vibration qu'il faut faire. Donc, on fait une vibration avec les lèvres, on fait... Si je fais ça dans l'embouchure, on entend déjà un son. Maintenant, je fais la même chose dans l'instrument. Et la coulisse, je vais bouger la coulisse, vous allez entendre. Donc plus on allongera la coulisse, plus le son va descendre. Puis après, avec un système où on va pincer ou ouvrir les lèvres, donc soit faire, on va dire comme le moustique, on va avoir une note plus haute. Si je fais comme la mouche, plus grave. Et si je fais, on va dire, le cheval, plus ou moins, une note vraiment plus grave. Et avec ce système, on peut jouer, bien sûr, tout style, du jazz, du classique, c'est très polyvalent comme instrument. Alors ça, je n'ai pas expliqué. Alors sur le trombone, souvent on voit des trombones où il n'y a pas cette partie-là. Et cette partie-là, c'est venu par après. Au tout début, il n'y avait pas ça sur le trombone, c'était les sac-boutes, les ancêtres du trombone. Il n'y avait pas cette partie-là, on jouait même pour aller très loin. Il y avait un petit morceau de bois ici pour allonger très loin le bras. Et au lieu de faire ça, je peux appuyer ici. Donc si je fais, je vais vous montrer. Voilà, je peux profiter de on appelle ça la patte, je peux profiter de ça pour ne pas tendre le bras et avoir des parcours plus courts quand je joue à un morceau. Alors justement, on peut avoir un petit extrait d'un morceau que vous avez envie de jouer. Donc là, c'était un morceau bien connu, je pense. Hein. Oui, When the Sense, Gomacini. Ah, donc on peut parler aussi de l'autre instrument que vous avez à côté de vous. Oui. Il y a quelques mots encore à dire sur cet instrument. Alors, en fait, dans mon parcours, en principe, des gens jouent souvent soit que du trombone ou que du tuba. Mais j'ai eu un professeur donc à l'Académie de Mons, qui était spécialiste des deux, en fait. Donc, il était soliste à l'opéra au trombone et soliste dans une musique militaire, qui est la musique des guides, au petit tuba. Et donc, tous ces élèves qui faisaient du trombone faisaient d'office aussi du petit tuba. Alors, peut-on développer l'instrument? Oui, donc je vais vous montrer. Donc, il y a aussi 3 parties. Donc, il y a toujours le pavillon qu'il y a dans tous les cuivres, l'embouchure et les pistons. Oui, donc à la place d'une coulisse, c'est des pistons. Ici, j'en ai 5. Il peut avoir aussi, comme le corps sur certains tubas, des palettes. Donc, si vous avez vu le corps précédemment, ou voilà, vous verrez que le corps joue avec des palettes. Le tuba peut se jouer aussi avec des palettes. Et le son, en fait, est un peu plus doux.
C'est un instrument conique par rapport au trombone. Donc c'est pour ça que le son est plus doux. Donc conique, ça veut dire qu'il s'élargit de plus en plus. Donc si vous voyez ici, ça a un certain diamètre. Ici, c'est déjà plus gros. Puis ça devient de plus en plus gros. Donc c'est comme un cône. Par contre, le trombone, ça je vais vous le remontrer. Le trombone, c'est vraiment la même dimension partout. C'est seulement quand on arrive vers le pavillon que ça s'élargit. Et c'est ça qui va donner une différence de couleur, de sonorité quand on joue. Alors je vais vous jouer le même morceau, comme ça vous allez entendre la différence entre les deux. Donc si vous avez remarqué, c'est un petit peu plus velouté le son. Voilà. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous plaît de venir enseigner au Cateau? Déjà, bon, l'enseignement, ça me plaît parce qu'on côtoie un peu, je vais dire, autant des enfants, des adultes. Et au Cateau, c'est surtout par rapport aux collègues, l'entente, d'arriver d'un milieu convivial, pardon. Et ça, c'est un atout au Cateau parce qu'il y a une entente très très bonne au Cateau. Puis après, l'infrastructure, comme vous pouvez voir, on n'a pas partout des infrastructures comme ça. Donc vous invitez des futurs instrumentistes à venir ici alors? Oui, tout à fait. Puis la musique, c'est quelque chose qui épanouit, je vais dire la musique ou le sport. Et ça permet aussi de donner à certaines personnes, par rapport aux enfants, une certaine rigueur aussi. Puis d'avoir de la rigueur, pour l'avenir, c'est quand même aussi un atout. Puis la musique, ça rassemble. Je veux dire, après on peut jouer dans une harmonie, on peut jouer dans une fanfare, si ça marche bien pour les élèves d'un orchestre symphonique à l'avenir. Et puis on rencontre toute personne et c'est convivial pour moi. Donc c'est pour ça que on peut jouer à 4, on peut jouer à 5, entre amis ou en famille, ou voilà. On peut avoir quelques notes pour conclure cette interview? Oui. Le dernier sujet, c'est notre Belge préféré. Il est également sorti du confinement et vous savez qu'il nous propose régulièrement une petite émission de sources sûres. Et aujourd'hui, il va nous parler des trottinettes. Claude, essaye un peu pour voir. De sources sûres. Ouais, de plus en plus, on fait des trucs électriques. Et, allez, un vélo, avant, il fallait pédaler pour le faire aller. Quand vous étiez dans une côte, il fallait y aller. Hein. Bon, maintenant, il faut encore pédaler, mais il y a une assistance électrique, donc il y a un petit moteur. Je me demande d'ailleurs, autour de France, il n'y en a pas qui ont des mini-moteurs comme ça. Bon, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Les ouvre-boîtes électriques. Et maintenant, c'est les trottinettes électriques. Mais les trottinettes électriques, comme j'ai compris, ça peut aller jusqu'à 25 à l'heure. Enfin, normalement, je crois que ça dépasse les 25 à l'heure, mais ça va être limité à 25 à l'heure. Vous imaginez une trottinette qui passe à 80 à l'heure, va être comique. Bon. Et ils ne pourront plus aller sur les trottoirs non plus. Mais ça, peut comprendre, hein. Moi, franchement, je suis content qu'on va légiférer dans ce sens-là, parce que je ne sais pas si vous vous imaginez, vous êtes là sur le trottoir, à l'aise, hein,
Et puis vous parlez à un gars, hein, vous vous préparez à aller boire un verre. Tout d'un coup, il y a une trottinette qui arrive et pam, hop, vous êtes tué par une trottinette. Bon, j'imagine déjà le tableau dans le cimetière de Saint-Bernard. Hein, on voit Vargalen Michel décédé suite à un accident de trottinette. Oh, et tous les gens qui vont aller dans le cimetière, ils vont se marrer. Hein. Ça va être hilar, on va faire la file. Hein. Il n'y a jamais personne, il n'y a jamais grand personne dans le cimetière. Mais là, à ce moment-là, ça va être la foule. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on a l'air con. Hein. Et en plus, la famille, hein, vous imaginez, on va dire à la famille, ouais, toi, tu es celui qui a été tué, famille avec celui qui a été tué sur le trottoir, au Cateau, par une trottinette. Oui, on a l'air con. Hein. On a l'air con. Hein. Moi, en tout cas, je suis bien content qu'on a légiféré. Parce que ça, les accidents de trottinette, les accidents de poussette et tout le bazar, c'est pas la gloire. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Et bon, je préfère passer à côté. Hein. Allez, salut. Hein. Dans les nouvelles brèves, une information très importante à vous qui êtes abonné du câble. Logiquement, s'il n'y a pas de modification, la perception qui encaisse les redevances n'aura plus de caisse à partir du mois d'août. Donc vous qui allez recevoir la prochaine facture trimestrielle ou la facture semestrielle au mois de juillet, eh bien vous aurez, pendant le premier mois de juillet, vous pourrez le payer directement à la perception. Vous savez qu'elle est fermée avec le Covid et que ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on vous incite beaucoup à procéder au prélèvement mensuel. C'est gratuit. Vous serez prélevé d'autour de 15 € par mois pour le prélèvement mensuel. Et je pense que c'est indolore. Et pour pouvoir continuer à bénéficier de toutes les chaînes qu'on vous propose. Donc surtout, parce qu'à partir du 1er août, on est en train de mettre en place au niveau de l'équipe comment on va faire, mais franchement, je pense que c'est très important que vous puissiez passer au prélèvement mensuel. Alors après, on est en train de voir, apparemment la région Nord serait placée en priorité. Sur vos prochaines factures, à partir du mois de septembre, vous pourrez, avec un petit logo, aller payer dans les bureaux de tabac, mais pour l'instant ce n'est pas fait. Ce sera vraiment à partir du mois de septembre. Donc pour la prochaine échéance, eh bien, prenez de l'avance ou alors eh bien, dès maintenant optez pour le prélèvement automatique. Merci. Les nouvelles brèves, eh bien, concernant la fête nationale eh bien, qui avait lieu normalement le 13, évidemment 14 juillet, eh bien, tout est annulé. Pas de concert en Carpo John, pas de feu d'artifice. La seule bonne nouvelle, c'est que la foire est prolongée jusqu'à 19 h. Le don du sang, ça c'est très important cette période, eh bien, qui était initialement prévu le lundi 29 juin, est reporté au mardi 30 juin. Alors quelques informations parce que vous avez peut-être peur. Information supplémentaire. Le virus est-il présent dans le sang? C'est ce que beaucoup de gens posent comme question. À ce stade des connaissances, eh bien, le virus n'est présent dans le sang qu'en cas de symptômes sévères de la maladie. Mais aucun don n'est autorisé en cas de symptômes présents. Deuxième question, existe-t-il un risque de contracter cette infection suite à une transfusion? Donc le SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, est un virus respiratoire qui se transmet par les voies respiratoires et non par le sang, selon l'état actuel des connaissances scientifiques. Malgré les centaines de milliers de transfusions réalisées chaque jour dans le monde, aucun cas de transmission transfusionnelle n'a été rapporté depuis le début de cette pandémie. Peut-on donner son sang si on a des symptômes grippaux ou de Covid-19? Eh bien, sachez-le, vous devrez attendre 28 jours après l'arrêt des symptômes pour vous présenter en collecte. Voilà, alors, la collecte, on en parlait. Le virus, il faut savoir qu'il est encore présent. Je vous conseille à tous et tous de faire très attention. Éviter les embrassades, serrer les mains. C'est vrai que c'était amicalement, c'était important. Mais je crois qu'il faut changer nos habitudes, respecter un petit peu tout ce qu'on vous indique. Et on espère que le virus ne passera pas par nous. Mais il faut en être moins sûr quand on voit un petit peu le comportement de certaines personnes. Donc faites attention. Et puis, eh bien, c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis, portez-vous bien.